Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, pour encore 2 jours, on est à l'Alpe d'Huez, le centre névralgique de l'humour, de la rigolade, de la gaudriole, de tout ce qui nous fait rire au cours de toutes ces années. C'est un peu comme si on était à l'endroit où tout se passe et il justifiait un peu une année d'analyse de comédie française. À émission spéciale, dispositif spécial, je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai le Técos Max Besnard. Salut Daniel. Et celui que tout le monde appelle le grand François. C'est le plus grand François venu à l'Alpe d'Huez depuis François Mitterrand. C'est François Co. Le pimp. Voilà. Le mot est lâché. Coucou les petits loups. Et aujourd'hui, on va parler de 3 comédies. Et alors, pas n'importe quoi, on a un programme très chargé. Je vais mieux de Jean-Pierre Améris. Tu vois, je commence. Première étape. Gravation. Deuxième étape, le doudou. Le doudou avec Cadmerade. Et le final de ce podcast sera le film de Franck Dubosc qu'on a vu. On sort de salle et on va pas vous spoiler. Une nouvelle religion secrète. C'est tout ce que je peux vous dire. On va commencer par Je vais mieux. Je vais mieux de Jean-Pierre Améris, donc avec d'abord, il faut préciser que c'est un scénario librement inspiré d'un bouquin de David Fuenquinos, qui devient un peu la nouvelle égérie de la comédie française. On peut commencer à parler de Fuenquinos Ploitation en fait. Je pense, ouais, puisqu'il a lui-même réalisé Jalouse. Et Jean-Paul Rouve a fait Les Souvenirs. Les souvenirs. Ouais, non, vraiment, il y a vraiment un truc qui se passe autour de son œuvre. Un truc. c'est le mot. Et pour ça, alors, c'est l'histoire d'un mec qui est dépressif et il va avoir mal au dos pendant tout le film. Et ce mec, c'est Elric Elmosnino. Donc vous le connaissez, Serge Gainsbourg dans le biopic du même nom. Autour de lui, il y a Harry Habitant, Judith Elzaine et Alice Paul. Et aussi François Berléand, dont c'est encore une des énièmes... François Berléand est partout dès qu'il faut faire le méchant en fait. Mais il y a plein de thématiques dans ce festival qui se retrouvent. Il y a la thématique François Berléand, il y a la thématique maladie bien pratique au niveau scénaristique, tu vois, qui s'accommode un petit peu. Je sens que tu es en train de nous faire un subtweet là. J'ai bien compris ce que tu es en train de... Tu es en train d'essayer de faire passer des messages. Spécial Fred, retweet. Pour moi, la grande tendance, c'est quand même la musique italienne. La musique italienne très 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 présente dans ce festival. On la retrouve très souvent. Et donc François Berléand. Mais en l'occurrence, là, c'est Eric Elmosnino qui va avoir sa vie partir en sucette alors qu'il est en pleine dépression. Sa dépression qui se manifeste par un mal de dos très prononcé. Et Max, je sens que ce film t'a touché. En tant qu'homme. Ah non, parce que j'adore. En tant qu'artiste, alors, en tant que. Faut que je le dise. J'adore les films sur les dépressions. Ça peut être très rigolo. Je veux dire, Woody Allen a fait toute sa carrière là-dessus quand même. Bien sûr. Donc. Bon, on va pas pousser si loin, mais Max, qu'est-ce que t'en as pensé? Pardon. C'était déjà, je me suis beaucoup ennuyé. J'ai eu l'impression que le film était très 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 long. Je sais pas combien de temps il fait. 1h26 d'après le programme officiel du festival. Il se passe pas grand chose déjà dans ce film. Ensuite, alors Eric Elmosnino, moi je suis pas du tout client de sa façon de jouer en général, et là il m'a pas plus convaincu que d'habitude. Et puis pourtant sa beauté intérieur. Non, il arrive, il envoûte toutes les nanas quoi. Oui, justement, c'est ça. Il y a un truc quoi. Il a ce truc dans tous ses films, et ce côté beauté intérieure du personnage, etc. Et tel Didier Bourdon dans Garde alternée quoi. Non, mais on n'invoque pas Dieu. non, mais quoi qu'il en soit, c'est un film dans lequel je me suis beaucoup ennuyé parce que je trouve qu'il raconte pas grand chose d'original. Il est pas spécialement drôle ce film. Il y a même pas mal de scènes assez dérangeantes. Et au bout du compte, c'est un peu parler pour ne rien dire, comme je suis en train de faire là en fait. Bon, on va pas s'éterniser dessus. C'est terrible, j'ai l'impression que pour toi le festival en durée ressentie, t'es là depuis 3 semaines en fait. Entre ça et la finale hier, tu vois, t'es là depuis 3 semaines. Non, alors on va pas tout vous raconter à la fin du podcast. Non. Mais on a commencé par celui-là parce que c'était une très belle journée en vrai. C'est une gradation ascendante. On a vu quand même des très chouettes films. Ouais.
François, qu'est-ce que t'as pensé de Je vais mieux? Alors, tu disais que sa vie part en sucette, ou je sais plus ton expression. C'est un peu exagéré. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du film, c'est que pour se libérer, sans vouloir spoiler, mais il part un petit peu en libération, en catharsis. Et le film est censé être un jeu de massacre, et j'ai envie de dire que c'est un jeu de massacrouné. Tu vois, un petit jeu de massacre. C'est-à-dire qu'à un moment, pour se libérer complètement, il va avoir une coiffeuse qui l'a mal coiffé il y a 20 ans, et c'est tout. Tu vois, c'est-à-dire que non mais littéralement, vous êtes d'accord quoi? Oui, c'est à peu près ce qui se passe. Ouais, c'est comme la scène de ménage avec sa femme qui est bientôt son ex-femme. Ouais, voilà, qui est censé être le point culminant de la violence dont il est capable de faire preuve dans sa reconstruction. Et ça se résume à je mets une bague dans les toilettes, je tire la chasse et ma femme rigole. Voilà. Je pense que ça résume bien l'esprit de ce film. C'est-à-dire qu'on est en céphalogramme plat. Au cœur de la David Fuenkinos exploitation, c'est-à-dire des trucs un petit peu dramatiques, mais ouais, un petit peu, tu vois quoi. C'est du Alexandre Jardin Lofi. On va harceler personne. On va déranger on va pas trop un peu la table. Ouais, voilà. C'est ça, je te donne un pourboire, mais que de 5 €. Tu vois, de la dénonce, quoi. Il y a quand même un moment très violent. Mais c'est Mitterrand, tu vois. Il y a un moment immensément violent. Alors là, tu as lancé le mot. C'est quand même un film qui fait une citation de Mitterrand, et je pense que c'est le meilleur moment du film. Voilà. J'ai vraiment rigolé à ce moment-là. Mais je pense que pour les auditeurs, ça résume bien l'intérêt de ce film. Mais alors l'intérêt de ce film, c'est Harry Habitant d'ailleurs. Harry Habitant qui est, enfin, il est génial. Enfin, cet acteur. Alors t'allais dire génial, t'as commencé à dire non, mais le truc, c'est qu'on l'a vu dans vraiment Débarquement immédiat. Déjà. non, mais bien sûr, mais je pourrais dire Les Visiteurs 3. Et non, mais c'est un super acteur, c'est quelqu'un de très bien. Après, le fait est que dans ce film, en tout cas, il est super à propos et il est drôle. Et il y a une fin, je veux pas sortir le gros mot tout de suite, mais très Twin Peaks, puisqu'il y a une histoire d'hôtel. Il y a une histoire avec genre c'est un endroit improbable, c'est très sale en fait. C'est Grand Budapest Hotel, mais où il se passe rien. Mais non, arrêtez. On veut pas survendre, mais on veut pas se vendre non plus. Non, n'y allez pas. Non, c'est pas vrai, je vais pas dire ça. Quand tu dis Twin Peaks, il faut préciser pour les fans hardcore et donc les puristes que c'est la deuxième moitié de la saison 2, c'est-à-dire les épisodes les moins regardables en fait. On va passer au doudou. Allez. Ah oui. Le doudou de Julien Hervé et Philippe Mechelen, qui sont deux auteurs des Guignols. Donc c'est leur premier film. Enfin, un premier film en tant que réalisateur, puisqu'ils ont, je crois que Philippe Mechelen a participé au Tuche. Donc. Et alors là, c'est je sentais que ça allait être un de nos favoris. Je sais pas pourquoi. Je sentais le Cadmerade en puissance. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu dans un rôle important. On l'a vu dans des caméos d'ailleurs durant le festival. Et là, c'est l'histoire de Cadmerade qui perd le doudou de sa fille à l'aéroport. Et il rencontre un jeune gaillard qui est joué par Malik Bentala. Et il se crée une espèce d'osmose buddy movie qui emmène ces deux gaillards en scooter à travers Paris et même la France à la recherche de ce doudou. Voilà. Et alors, ce pitch improbable. François, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, voilà, à l'image de ce que tu viens de pitcher, je trouve que le pitch est totalement inintéressant, mais j'ai été surpris de façon vraiment très très agréable, dans le sens où c'est vraiment très bien écrit, bien joué, où il y a autant des premiers que des seconds rôles vraiment très intéressants. Après il y a des concessions, genre la fin est ratée, enfin c'est une espèce de concession un petit peu au tire-larme, un peu facile, voilà. Et après c'est intéressant, tu vois, justement de voir Cadmerade se lancer dans ce genre de rôle. En plus c'est une période assez intéressante pour Cadmerade, puisqu'il y a la saison 2 de Baron Noir qui est en train de passer en ce moment. Enfin ça devient un acteur intéressant, ce que je n'aurais pas dit il y a ça quelques années, tu vois. Sort un peu de son rôle de pacha bourgeois de banlieue parisienne, quoi. Et ça lui va très bien, ouais. Et il joue un peu dans un registre à la Cadmerade, mais avec un espèce de retrait qui lui va bien, tu vois, par rapport à, je pense à la performance de Alex Lutz, qui n'a rien à voir, mais qui est vraiment à fond et qui va sans se poser de questions. Là, lui est en retrait, est en justesse. Tu as tout à fait raison. J'ai l'impression qu'il s'est Gérard Darmonisé. Il a un truc dans la retenue et dans le ça cabotine beaucoup moins que d'habitude, ça c'est une évidence. Max, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi j'ai adoré pour l'instant, c'est 3e jour du festival et c'est de loin le film que j'ai préféré pour l'instant de ceux qui sont en compétition, je précise. Pas spoiler la fin de cette émission en cours. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est
ultra bien rythmé, c'est magnifiquement bien écrit, comme tu l'as souligné François, premier et second rôle, tout est absolument nickel. J'étais vraiment bluffé par l'originalité des situations, par l'inventivité des gags. Il y a énormément de travail visuellement. En plus, c'est quand même assez canon. Alors évidemment, c'est pas du Spielberg, mais la photo est quand même nickel. C'est le point commun de tous les films aujourd'hui, c'est qu'ils sont hyper bien photographié. Je vais mieux, c'est très beau. Le c'est vrai, très beau. Ouais. Et encore une fois, voilà, je suis un fan de base de CAD depuis ses débuts. Là, je suis absolument pas déçu. Et pour l'instant, c'est peut-être une des comédies qui me fait le plus rire de ces derniers mois. Donc je suis ravi de l'avoir vu et j'ai hâte que ça arrive pour que tout le monde puisse. Il y a des seconds rôles délirants. Ouais. Je pense par exemple au dresseur de chiens qui est le maître chien qui est oufissime de l'aéroport d'Orly et c'est que le début quoi. c'est que le début. Ensuite il y a des grands-mères nazis. Il y a une phase chez des aristocrates qui est démente, qui est à pleurer de rire. Mais c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que tu sais ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils vont aller d'un point à l'autre de façon de plus en plus absurde. Qu'ils vont échouer à chaque fois. Mais la façon dont c'est fait, c'est vraiment habile. Moi, je reconnais ça, c'est-à-dire que je sentais que ça allait être du n'importe quoi un peu random, avec cette fin un peu décevante, construction un peu au tir-larme, mais c'est je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça va. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, ils sont pas tombés dans la facilité pour cette fin. Je comprends ce que tu veux dire, mais voilà, c'est difficile d'en parler sans la spoiler. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très belle utilisation d'un morceau que j'aime beaucoup. Et au contraire, j'ai trouvé. Il y a des courses poursuites. Tu disais que le pitch était complètement absurde. Il est totalement justifié par cette fin, ou cette fin justifie totalement ce pitch. On peut le voir dans les deux sens. Moi, ça m'a touché. Et dans le bon sens, encore une fois, c'est pas larmoyant, mais ça fonctionne. Je respecte ça, mais c'est une des tendances. Bah t'as intérêt, on est deux. Bien sûr, non. Je cracherai en sortant sur le palier. Mais non, c'est une des tendances qui se voit un peu dans les films cette année qu'on a vu pour l'instant. C'est ce petit cliché qui revient. C'est-à-dire la phase de on sait pas trop comment vendre ça en dialogue, donc on va mettre une musique et on va montrer les personnages qui se parlent entre eux pour résoudre la situation, et après c'est réglé. Et puis dans c'est pas grave. Dans le second rôle, celui qui m'a surpris, c'est Malik Bentala. Ouais. Puisque j'ai le souvenir de lui dans Pattaya. Qui c'est pas le meilleur point de Pattaya, mais ça allait. Dans le Robin des Bois, la nouvelle aventure de Robin des Bois. Bon, enfin non, c'est pas le plus gros problème de Robin des Bois. C'est la véritable histoire en plus. Ouais. Mais là, il est bien, et donc j'ai hâte de. Alors, je pensais jamais dire ça, mais j'ai hâte de le voir dans Taxi 5. Taxi 5 qui sort en avril, et alors on sera là. Hein. Bah justement, réalisé par Franck Gastambide en plus, donc moi j'ai très très hâte aussi de le voir celui-ci. Moi j'ai vraiment kiffé Doudou, je sentais que ça allait être bien, et c'est vraiment une des meilleures réussites. Et je ne pense pas qu'il aura beaucoup de succès, malheureusement. Ah, alors c'est vrai que c'est sans pas jouer les oiseaux de malheur. C'est pas le. Je pense pas que ça soit. Alors, faut le dire un truc, c'est que nos goûts sont absolument pas canoniques. Bien sûr. On représente que nous-mêmes et on voit les réactions dans les salles. Ouais. On l'avait dit, la finale, a vraiment un gros truc populaire. Et puis parfois il y a des grosses incompréhensions. On parlait de Pattaya tout à l'heure. Chaque année à l'Alpe d'Huez, il y a un film un peu extraterrestre représentatif d'une génération ou d'un public qui n'est pas celui de l'Alpe d'Huez. Il y a 2 ans, c'était clairement Pattaya. Cette année, c'est celui-là. Ouais, effectivement, j'ai eu. J'étais à cheval entre 2 salles, celle où vous étiez et la plus grande salle. Et dans la plus grande salle, les rires étaient moins francs et massifs que dans la vôtre, on va dire. Ah bah ouais. On en a parlé justement. Public élitiste. Avec Daniel, on en a parlé justement. Voilà, on parle souvent avec les gens qui y vont. Avant la séance du film de Dubosc, et ce qui ressortait, a priori, c'est plus la finale, c'est plus les films finalement plus classiques dans leur format, leur structure et leur écriture. Et maintenant, on passe au plat de résistance. The Frank Dubosc Movie. This is it. Frank Dubosc presents at last. Ça y est, enfin. Ça y est, on le voulait. On voulait que Frank Dubosc se fabrique enfin son propre film, un vecteur de son propre talent. Et de son propre ego aussi, parce que c'est quand même un véhicule, une fusée. Ce film est une ode. C'est un rock, c'est une péninsule. Alors ça s'appelle Tout le monde debout. Mm-hmm. Et c'est un jeu de mots, puisque c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui tombe amoureux. Plutôt, il se fait passer par c'est un mythomane.
et il se fait passer pour un handicapé, donc en fauteuil roulant, et il tombe amoureux de Alexandra Lamy, qui est elle-même handicapée. Voilà, Pour de vrai, par contre. pour de vrai. C'est un pitch très difficile à tenir parce que quand on le dit comme ça, on se dit oh merde. Ouais. Max, je sens que t'as les yeux qui pétillent, tu veux en parler. Tu en parleras forcément mieux que moi vu l'amour inconditionnel que Non, t'as pour mais, Franck Dubosc. Mais, vas-y, lance-toi. c'est exactement ce que je t'ai dit en sortant de la séance. J'en attendais pas plus, pas moins d'un film écrit, réalisé par Franck Dubosc. C'est exactement le personnage qu'on connaît depuis ses débuts sur scène. Mégalo, grand cœur. Mégalo, ouais. charmeur, séducteur, un peu barré, un peu burlesque, un peu rêveur. Il y a un peu de tout ça. Il y a beaucoup de plans sur lui. On voit qu'il se met en valeur du début à la fin. Et beaucoup de plans et aussi beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de méta-commentaires sur lui-même, genre qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il Bien est sûr. sympa, C'est un vieux beau, voilà. qu'est-ce qu'il est beau. Beaucoup Les là-dessus. femmes commentent beaucoup son torse poilu. Ouais. Est-ce que vous avez apprécié la façon dont il filme les femmes? Ah, alors, La question piège. un peu. j'ai donné. J'ai trouvé que moi qu'il avait littéralement transcendé Alexandra Lamy, et j'ai trouvé qu'Alexandra Je ne Lamy parle pas d'elle. était littéralement géniale dans ce rôle, et je suis vraiment pas fan de cette actrice en général, et pour la première fois je me dis waouh, vraiment. Alors, c'est vrai que j'ai aussi un problème avec Alexandra Lamy, c'est que j'ai dû voir presque toute sa filmo. J'ai aucun bon souvenir de film avec Alexandra Lamy, et là c'est mon premier bon quoi en fait. C'est là où je me dis elle est vraiment bien utilisée, elle a le sens du rythme, et en fait je la redécouvre. Je pensais pas dire ça aujourd'hui, et elle m'a vraiment surpris en bien. François, je sais que t'es un peu pas d'accord avec nous, alors je te lance. Oui, après, je veux pas faire le pisse froid non plus par rapport au politiquement incorrect. C'est absolument pas ça mes points de litige. En fait, j'ai trouvé les 10 premières minutes un peu tendax, justement sur sa façon d'aborder le handicap et tout. Mais en même temps, c'est logique par rapport au film. Tu parlais de Mais filmer la fille. oui, on n'a pas répondu là-dessus. La façon dont il filme la sœur d'Alexandra Lamy, en fait. Qui s'appelle dans le film, c'est Caroline Anglade. Voilà. Et il l'a filmé. C'est vrai que j'ai donné à Max des coups de coude à chaque fois qu'il y avait un plan. Bah, elle est quand même Et donc, honnêtement Max, résumée à son physique. et donc Max a un gros bleu dans les côtes là. C'est ça. Il y a 7 plans sur son cul de manière en contre-plongée. C'est genre le début est un chouïa gênant, mais si c'était voilà. Après, Oui, mais c'est pas grave. Cela dit, elle finit par Absolument. rabrouer Franck Dubosc en disant arrête de regarder mon décolleté, et à partir de là, hop, ça déverrouille C'est la vrai- situation. c'est vrai et que- après, on c'est vrai que c'est aussi un truc de un jeu, puisque Franck Dubosc considère un peu toutes les femmes comme des objets. dans ce film. Dans ce film, non mais c'est clairement un méta-commentaire. C'est un macho, c'est un gros Je lui macho. reconnais un côté très très malin par rapport au scénario, par rapport à ça. Non, moi ce qui me gêne le plus dans ce film, c'est que c'est quelque chose que tu as souvent dénoncé dans MDR, c'est cet écueil de la comédie française, ce pitch, en fait, ce principe de la comédie du mensonge, c'est-à-dire un homme qui tombe amoureux d'une femme, boy meets girl, Il y a un mensonge. il s'enferme dans un mensonge pour plaire à cette nana, il se fait... Fin de l'acte 2, voilà. elle découvre le secret, et puis ensuite, et alors je vais dire un truc, c'est que il y a des moments assez tendus en fait de comédie. Ouais, mais il y en a Et beaucoup. Il y en a beaucoup. Et je sais qu'on on en parlait avec Max, et on essayait de deviner ce qu'allait être la fin, et on l'a eu dans le baba parce qu'on n'a jamais ouais. La fin est vraiment chouette. Je trouve que la fin C'est de l'inédit, justement, dans le principe de la comédie de mensonge que tu es en train de dénoncer, et que nous-mêmes nous dénonçons aussi. Par rapport à des choses dont à on ne longueur peut de pas parler, semaine donc ici. c'est un petit peu salaud de votre part de. non, mais justement. Mais pour pas spoiler, mais voilà, c'est-à-dire que je vous concède que Franck Dubosc a réalisé la comédie de mensonge ultime. C'est-à-dire que vraiment, il pousse tous les potards à 11 par rapport à tous ces principes-là, par rapport au fait des quiproquos, par rapport au fait il va se faire crever ou pas, etc., etc. Et ça va tellement loin. Et de son propre mensonge lui-même, Oui, c'est voilà. qu'il vit dans le mytho absolu. Tout le C'est temps. ça, et il y a des choses assez intelligentes par rapport à ça. Donc à la limite, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ce film-là, qui m'a pas autant plu que vous, c'est que on a fait la comédie de mensonge ultime. Maintenant, arrêtons là, quoi. Arrêtons avec ce principe-là. Il y a la comédie de Peut-être mensonge ultime. peut-être que Franck, pour son premier film, a décidé je prends les choses en main et ça s'arrêtera après moi. Je veux juste dire qu'il y a Gérard Darmon qui est dans le film, extraordinaire. Oh oui. Il peut
François fait la grimace, c'est génial. On n'est pas du tout d'accord là-dessus. Il peut d'un regard exprimer tant de choses. Ce mec, c'est un génie. J'adore Gérard Darmon. D'un fermé de peignoir, Philippe Candeloro. Nous exprimer. Moi, il y a un truc. Bon, j'étais un peu plus rassuré par la deuxième moitié du film, mais dans la première moitié du film, Elsa Zilberstein est devenue une figurante, quoi. C'est terrible, quoi, dans le cinéma français. Ah, tu trouves qu'elle est devenue... Ah ouais, elle a un rôle extrêmement ingrat, quoi. Et par rapport à cette scène de restaurant, justement, dont vous parliez, qui vous met un peu mal à l'aise, mais sans spoiler non plus, c'est un peu délicat, mais bon, alors, c'est pas elle le ressort de cette scène. Clairement, sur cette scène, pour elle, c'est les dialogues de trop. C'est dur. Hein. Effectivement, et c'est d'autant plus étonnant que, alors je sais plus, là encore, je vais éviter de spoiler, mais elle a à un moment quelques lignes de dialogue où elle reprend Franck Dubosc en disant non, mais là vraiment, tu vas beaucoup trop loin, et d'un seul coup, elle apparaît avec beaucoup de bon sens. Et c'est complètement en décalage avec le reste de son rôle pendant le film où elle joue la cruche absolue. Elle a le personnage le plus compliqué à jouer. Mais là encore, ça se déverrouille vers la fin et j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Vous allez la créer, votre religion du Bosc. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas empêcher Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ça beau en même temps. Donc, voilà. Il y a aussi un truc, on parle de temps d'axe. C'est vrai que quand je voyais le sujet du film, j'ai fait waouh, c'est audacieux. Et en plus, j'aime bien audacieux parce que c'est pas du tout le terme qu'il faudra employer. C'est plutôt suicidaire. Et en plus, on sort de Camping 3 en termes de représentativité des handicapés à l'écran. Et pour moi, Camping 3, c'est une insulte. C'est une insulte aux handicapés, c'est une insulte à beaucoup de choses. Et là, je trouve que le coup est habilement joué. Parce qu'en général, je préfère voir des gens qui le sont vraiment joués. Tu vois, je préfère qu'on prenne un mec de petite taille plutôt que de rapetisser genre du jardin, tu vois. C'est mon avis de base. Mais là, il y a quand même une espèce de message très humaniste et simple sur l'acceptation des handicapés. Il y a une très bonne vision de ce que c'est qu'être quelqu'un en fauteuil roulant de manière très très pratique. Tu sens que Alexandra Lamy, elle l'a bossé parce qu'elle pouvait pas faire autrement, parce que tu peux pas te planter pour un truc comme ça. Et je trouve que le message global est intéressant. Et pour avoir parlé souvent avec des handicapés, parce que j'ai réagi sur Camping 3 à l'époque et j'avais dit c'est pas possible, quoi. Il y a aussi un truc de l'invisibilité. C'est-à-dire, il faut quand même les montrer. Il faut montrer ça. Il faut montrer. Et à un moment, on voit des vrais handicapés qui interviennent d'ailleurs dans l'histoire. Je trouvais ça assez malin de la part de Franck Dubosc. C'est qu'on ne peut pas ne pas les montrer. Eux aussi, ils rient. Eux aussi, ils ont besoin de se moquer d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être moqués. Ils ont besoin de participer au rire. Et j'ai trouvé que quand ils parlent de tout le monde debout, le thème, ce qui est le titre du film, je trouve que ça résume assez bien l'intention globale. Certes. C'est vraiment grand cœur et tout ce que tu veux, machin, mais je trouve que c'est vraiment habilement joué. Ouais, par rapport à ça, c'est pas un problème, ce film. Honnêtement, moi je peux pas lui faire ce procès d'intention là, c'est-à-dire que j'aurais aimé, tu vois, à la limite, j'avoue que j'aurais aimé qu'il se plante à ce niveau-là, il l'a pas fait en fait. Tu vois, typiquement la scène, ça aurait été plus rigolo pour nous parce que en général les gens ils aiment bien écouter quand on bâche. Sans spoiler, typiquement il y a une apparition de François-Xavier de Maison dans un rôle assez particulier et je me suis dit c'est là où ça va être complètement raté et en fait non. C'est-à-dire que ça c'est bien joué, tu vois, c'est bien écrit. La fin est vraiment très très bien écrite, quoi. C'est vraiment, j'insiste sur ce point. Il y a vraiment des moments où on se dit que ça va partir dans le mauvais sens. Pour le coup, quoi. c'est une vraie comédie romantique dans le sens premier du terme. C'est touchant, c'est une jolie histoire d'amour et en même temps c'est très 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 drôle. Soyons honnêtes, c'était vraiment drôle. On s'est bien poilé. Il y a juste la scène du restaurant. Non, si Franck nous écoute, il faut couper la scène du restaurant. Elle n'a aucun intérêt dans l'histoire. Ouais, le film fait 1h46 en plus. 1h30, c'est bien. 1h30, c'est bien. Non, mais la scène du resto, puisqu'en plus, il y a... Voilà, on peut pas spoiler, mais il y a quelque chose qui se passe et je fais putain, non, c'est pas possible. Bon, cela dit, en tout cas, moi, c'est pas... Voilà, je suis ravi. J'appréhendais parce que le trailer me laissait penser que ça allait pas du tout être à la hauteur de nos espérances et au bout du compte j'ai eu ce que j'en attendais et je suis ravi d'avoir aussi eu quelques jolies surprises et qu'il ait réussi à éviter tous les écueils auxquels moi sur lesquels j'avais des appréhensions. J'ai envie de dire
dire. Vous attendiez pas à ce final, chers auditeurs. On se termine sur une note positive. Il faut dire que c'est le 3e épisode et on a attendu un petit peu. À force de nous taper dessus, on s'attendrit, quoi. Voilà. Demain encore des comédies et attention, c'est pas n'importe quoi. On a Les Dents, Pipi et Oli de Emmanuel Gilbert, donc c'est voilà, tout est dit. Tout est dit, c'est la Arnaud Ducret Exploitation. Voilà, c'est la difficile vie d'être parent quand t'es Ducret. Il y a Une voisine si parfaite de Sophie Marceau, dont j'ai rien compris pour l'instant. J'avoue. J'ai rien compris et où je sais pas si j'ai pas envie encore de comprendre. J'ai envie de me laisser surprendre. J'ai envie qu'elle m'invite dans son univers. Ouais. Alors par contre, je te mets un bémol demain. Interdiction d'utiliser le terme Twin Peaks pour parler du film de Sophie Marceau. Alors. Et pour finir, c'est un peu le Twin Peaks, c'est un peu c'est la saison 3 de Twin Peaks, c'est les Tuches 3. Puisqu'on va voir. J'ai tellement hâte. On va voir les Tuches 3. J'ai tellement hâte. Et j'ai déjà eu des échos parce qu'il a été déjà projeté à Paris. Ouais. Mais là, on va le voir en public et ça va être. J'ai hâte. Ça va être un grand moment. J'ai hâte. Je pense que il est pas en compétition parce qu'il aurait tout gagné évidemment. Oui, évidemment. Voilà. Et voilà, on a hâte d'y être. Je pense que on s'est tout dit. Je tiens à remercier Max à la technique qui, grâce à lui, on obtient ce son très cristallin. C'est un plaisir, Daniel. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées et également sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous car c'est la première fois qu'un podcast daigne s'intéresser à ce genre maltraité. Souvent maltraité, conspué dans les médias, mais nous on le défend. Un genre qui se maltraite souvent lui-même. Non. Nous on essaie de le défendre et on essaie de réfléchir aussi. Pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, avec notre propre subjectivité. Et en même temps, on a raison forcément. Donc à demain, vous savez le programme, on sera là et en attendant, on vous embrasse très fort. Ciao. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. Bienvenue dans Next épisode, votre nouveau podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio. Je ne vous demande pas, messieurs, si c'est une bonne nouvelle puisque je décide arbitrairement ici que oui, en fait. Ouais, comme tu disais, c'est un beau produit. Enfin, il y a un truc qui est quand même un peu carré, bien foutu. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast.